Bonjour à tous et à toutes, et donc nous nous retrouvons en direct pour cette deuxième journée de salon et pour aborder donc une question un peu plus précise que celle d'hier qui portait plus généralement sur la sécurisation de transitions professionnelles audacieuses. Est-ce que Emmanuel, vous pouvez me confirmer que vous me voyez? Parce que je vois un message disant super, nous attendons de vous voir apparaître, Bénédicte. Emmanuel, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous me voyez? Comme ça, je vais éviter de vous raconter des choses deux fois. Si vous pouvez juste me mettre oui, est-ce que vous me voyez les uns et les autres? Parfait, super. Et donc à nouveau, bienvenue à tous et à toutes. Donc vous aurez remarqué que la présentation vidéo qu'on avait préparée se termine avec un atterrissage qui n'est pas très prévu pour le cinéma, mais on l'avait mis en boîte pour être sûr que vous ayez un contenu de qualité. Quelles que soient les conditions d'organisation du salon. Donc simplement pour vous dire qu'effectivement, quand je vous parle de reconversion professionnelle, et certains d'entre vous ont été regardés, c'est parce que c'est une expérience que j'ai moi-même eue à titre personnel, puisque j'ai changé plusieurs fois de métier, mais également dans le cadre de mon expertise pour l'accompagnement des métiers. Mais si vous regardez autour de vous, et je vous invite vraiment à le faire, cette notion de reconversion, elle est à la fois beaucoup plus et beaucoup moins fréquente qu'on ne le croit. Alors c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans la vidéo au départ. Il y a des gens pour qui changer 3-4 fois de métier, mais vraiment passer d'un métier à un autre qui n'ont rien à voir, ne pose même pas question. Et si vous regardez des générations auparavant, je pense par exemple à la génération de mon grand-père, il avait changé 4 fois de métier en étant ébéniste, facteur receveur, dessinateur industriel, voilà, parce qu'on vous expliquait que quand les métiers changeaient, il fallait changer avec. Et pour autant, vous avez en même temps des gens qui auront exercé le même métier, et ce sera probablement de plus en plus rare, mais pendant parfois des années, voire des dizaines d'années. Donc, ce qui importe, c'est en fait de vous renseigner sur les trajectoires des personnes qui ont fait des reconversions qui seraient susceptibles de vous intéresser. Et vraiment, je vous invite à aller au-delà des plaquettes qui vous expliquent par où passer pour faire tel ou tel métier. Je vous invite vraiment à rencontrer des gens qui ont fait ces parcours et à leur en parler. Ne serait-ce que pour qu'ils vous racontent ces éléments qui ont été décisifs, soit dans le mûrissement de leur projet, soit dans la prise de décision, soit dans la réalisation, et qui ne sont pas forcément les choses auxquelles on pense. Alors, je ne vais pas vous faire l'injure de faire l'analogie avec la recette de cuisine où on vous donne jamais le truc jusqu'au bout qui fonctionne, mais en même temps, il y a un peu de ça, parce que il peut y avoir l'intervention d'un tiers qui vous donne confiance, il peut y avoir la confiance d'un manager qui accepte de vous faire travailler dans un domaine qui n'était pas le vôtre. Et donc, je vous invite vraiment à regarder les témoignages. Vous avez tout un tas de témoignages qui existent sur YouTube. Vous avez une série qui s'appelle Sous le bonnet, qui a été en particulier soutenue par le Fonds d'innovation RH de la DGAFP, avec des témoignages de parcours de carrière. Et donc, ça vous permet même d'imaginer des parcours auxquels vous n'auriez pas forcément pensé. Ensuite, je voulais vous parler d'une opportunité quand vous êtes en reconversion. Il y a aussi, ce que je n'ai pas forcément abordé dans cette vidéo parce que vous avez d'autres dispositifs sur ce salon, c'est envisager la création ou la reprise d'entreprise. La création ou la reprise d'entreprise, c'est une aventure et un dispositif très particulier, mais qui est beaucoup plus ouvert parfois qu'on ne le croit, qui nécessite aussi un accompagnement, qui mobilise des compétences importantes. Et il se trouve que vous avez une séquence, en fait vous en avez deux sur ce salon. Vous avez une vidéo de la Chambre de commerce et d'industrie qui était en live hier et qui vous présente les étapes en fait pour vous poser la question et mettre en œuvre. Alors vous verrez, c'est très dense, mais au départ vous avez notamment une étape qui s'appelle la cohérence homme-projet. Je trouve que c'est très très parlant et qui vous rappelle qu'il y a énormément d'entreprises qui ne sont pas des grandes entreprises, qu'il y a énormément de secteurs et donc ça fait partie des choses qu'il faut pouvoir explorer quand on envisage de se reconvertir, parce que la première personne qui va vous faire confiance dans un nouveau domaine, c'est probablement vous. Donc, n'écartez aucune des possibilités. Et puis, ça vous permet de vous poser des vraies questions. Et donc, vous avez deux séquences sur le salon, une sur la création, la reprise d'entreprise, et l'autre sur la création des micro-entreprises ou pour devenir auto-entrepreneur. Vous verrez, il y a quelque chose de très, très intéressant là-dessus. Donc, vraiment, je vous encourage à aller écouter,
pour avoir aussi une vision plus large des possibilités auxquelles que vous pouvez identifier ou imaginer pendant votre travail de progression. Ensuite, j'y faisais référence et c'est vraiment la période, l'entretien annuel. Vous savez, ce dispositif qui revient tous les ans, ça doit être l'occasion au moins de vous poser la question. Même si votre manager n'est peut-être pas votre premier interlocuteur, vous verrez dans l'épisode 1, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je pose la question, est-ce qu'il faut en parler à son manager quand on a envie peut-être de changer? Et donc le conseil que je vous donnais, c'était de dire, si vraiment vous en êtes tout à fait au début de votre réflexion, c'est à peser parce qu'il ne sera peut-être pas forcément votre première ressource. Pour autant, vous posez la question à l'occasion de l'entretien annuel en disant mais finalement où est-ce que j'en suis sur la courbe? Ça, vous allez pouvoir normalement très prochainement en tirer profit. Mais vous pouvez aussi tirer profit, et je vous l'expliquais aussi dans la vidéo, de tous les changements qui ne dépendent pas de vous, mais qui sont l'opportunité de vous poser la question. Alors, je ne sais pas, imaginons quelque chose qui n'existerait pas. Imaginons qu'il y ait une réforme de l'organisation territoriale de l'État, par exemple, ou qu'il y ait la création de sites administratifs, ou qu'il y ait un regroupement de sites, voilà. Finalement, chacun de ces changements doit pouvoir être l'opportunité de la question ou de se poser la question dans un nouveau contexte et avec un nouvel environnement. Soit parce que ça va être l'occasion d'avoir un accompagnement renforcé, parce que quand on fait des transformations, souvent on renforce les dispositifs d'accompagnement, soit parce qu'il peut y avoir des dispositifs nouveaux de renforcement du financement de la formation, ça peut être un temps particulier, ça peut être des stages de découverte métiers. Vous avez posé des questions là-dessus qui permettent effectivement de découvrir des métiers. Et donc, Emmanuel Verler, vous répondez, pour des stages de découverte métier, il existe des dispositifs Vie ma vie, qui sont des stages d'immersion. En fait, tous ces dispositifs existent ou sont mis en place, parce que ça n'a pas forcément vocation à exister tout le temps, quand il y a des passerelles métiers qui ont été identifiées. Finalement, il faut qu'il y ait aussi un employeur qui ait besoin de nouveaux talents pour se dire, plutôt que d'attendre des gens qui correspondent immédiatement tout de suite à ce que je recherche, je veux me mettre en position de faire découvrir le métier à des gens qui ont peut-être des profils extrêmement différents. Alors, il y avait des questions sur... Alors, je voulais d'abord vous donner deux, trois autres éléments. C'est pour ça que c'est important d'être accompagné pour identifier éventuellement des dispositifs auxquels vous n'auriez pas forcément pensé immédiatement, soit pour mûrir votre projet, parce que quand on parle de reconversion, la notion même de reconversion implique une transition un peu plus exigeante, soit qu'une simple transition, soit parce qu'on change carrément de métier, soit parce qu'on change de contexte, soit parce qu'on change éventuellement de statut. Donc forcément, plus le changement va être important et plus il faut le mûrir. Et pour le mûrir, vous pouvez le mûrir en toute autonomie, totalement ou partiellement, ou vous pouvez vous faire accompagner. Donc pour ceux qui n'auraient pas encore vu l'ensemble des offres du salon, c'est le moment, si vous ne l'avez pas déjà fait, de prendre rendez-vous avec un conseiller mobilité carrière ou d'identifier dans votre organisation le réseau d'accompagnement personnalisé qui peut exister, ou de vous lancer d'ores et déjà de façon autonome dans une démarche de réflexion. Et pour ça, pour ceux qui n'étaient pas présents hier, il y a un guide qui a été conçu par la DGAFP, donc par la DRH de l'État, qui fait l'objet de vidéos qui sont disponibles aussi sur le hall et qui vous donne des éléments méthodologiques pour chacune des étapes de la production justement de votre projet professionnel. Donc vous pouvez déjà le faire ou vous pouvez déjà le conseiller, puisque quand je vous faisais un petit peu le petit panorama des symptômes qui laissent à penser qu'il serait temps de réfléchir à une transition ou en tout cas peut-être à une évolution, quelle qu'elle soit, n'oubliez pas qu'on est tous un peu responsables les uns des autres, hein, c'est pas seulement des grands mots. Et quand vous voyez un collègue qui devient insatisfait par de son métier, qui s'y retrouve pas, ça peut être aussi une chose plutôt positive, voire
quasi nécessaire, hein, que de lui conseiller, de réfléchir à sa carrière et de lui donner des pistes en disant bah, écoute, peut-être que le prochain salon de la mobilité, ce serait intéressant pour toi, ou prends rendez-vous avec un conseiller mobilité carrière, ou renseigne-toi sur le réseau disponible via la PFRH. Donc c'est aussi une réflexion qui peut être proposée. Pour autant, il y a deux choses sur lesquelles je voulais aussi attirer votre attention. C'est le coût de la transition. Le coût de la reconversion, et ce sont d'ailleurs des commentaires que vous faites hein, dans le chat. Oui, une reconversion, ça nécessite un effort et ça nécessite un investissement. Et quand on pense investissement, souvent on pense formation. Et là, je vous invite vraiment, si vous êtes dans cette logique-là, à regarder l'épisode 1 parce que j'ai essayé de vous montrer que la formation, c'est un élément qui permet de répondre aux attentes d'un recruteur si le poste que vous avez identifié par rapport à votre parcours, que ce soit votre formation ou votre expérience, exige quelque chose de très précis qu'une formation apporte. Mais ça n'est qu'un élément possible pour rassurer le recruteur. Finalement, quand vous changez d'environnement, les choses qui sont importantes à savoir faire, ce sont à peu près les mêmes choses que ce que l'on fait d'habitude dans un recrutement, mais j'allais dire à un niveau expert. Je vais essayer de l'expliquer un peu clairement. Quand vous voulez, par exemple, changer de domaine professionnel, il faut que vous puissiez expliquer à un recruteur qui, assez logiquement, pourrait être rassuré par le fait de prendre quelqu'un qui connaît déjà le métier, l'environnement. Voilà, mettez-vous à sa place, c'est assez rassurant. Quand vous recrutez quelqu'un, vous prenez un risque. Donc, vous avez envie de minimiser votre risque. Bon. Donc, quand vous voyez arriver quelqu'un qui n'arrive pas avec cette proximité métier, voilà, qui ne peut pas se prévaloir de ça, en fait, il faut que dans votre démarche, que ce soit dès votre CV, dès votre lettre de motivation, dès votre entretien, donc évidemment toutes ces étapes-là, vous puissiez montrer factuellement que votre expérience professionnelle renvoie à des besoins. C'est pour ça qu'il faut faire un CV différent à chaque fois qu'on postule pour un poste. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire de lettre de motivation purement standard. C'est pour ça qu'il faut se préparer à chaque entretien de recrutement. Parce que finalement, c'est comme se préparer à un rendez-vous. Le recruteur, il n'a pas envie que vous passiez voir un recruteur pour une annonce que vous n'avez plus en tête. Il faut vraiment lui dire, voilà, moi, j'ai eu une expérience qui peut vous sembler éloignée, mais si je vous en parle vraiment, vous allez voir à quel point, en fait, elle correspond à quelque chose qui fait sens pour vous. Je vais essayer de vous prendre un ou deux exemples. Par exemple, un point souvent, c'est par exemple, je suis enseignant, voilà, parce que j'ai été enseignante aussi pendant un moment. Je suis plutôt d'un niveau de cadre, bon, mais c'est vrai que par rapport à un cadre classique, si on me demande, mais vous avez encadré combien de personnes, qu'est-ce que vous avez comme expérience managériale, je peux répondre de façon trop rapide, ah bah non, en fait, j'ai pas d'expérience managériale, donc personne va vouloir de moi. Ou je peux dire, parmi les compétences managériales que vous recherchez, s'il y a la capacité d'entraînement, s'il y a de la gestion de projet, s'il y a la capacité à travailler en équipe, voilà, si on détaille, voilà ce qui, dans mon expérience très précise et preuve à l'appui, renvoie en fait à ce que vous cherchez. Et plus je vais montrer plus je vais illustrer mon propos, et plus je vais démontrer aussi à mon recruteur que je comprends quels sont ses vrais besoins et dans quelle mesure je le rassure. Je vais vous donner un autre exemple. Ça peut être aussi de dire, voilà, je postule par exemple dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, et je dis, voyez, moi j'ai choisi de travailler de façon temporaire ou définitive dans la fonction publique parce que le sens de l'intérêt général était important pour moi, mais je décline, hein, ça se traduisait comment ? Et donc, j'aimerais travailler plutôt dans ce type d'environnement parce que vous voyez que c'est assez cohérent avec mon parcours. Donc vraiment, n'hésitez pas à surtout chercher des informations sur ce qui peut rassurer votre interlocuteur. Et n'hésitez pas à lui demander de vous faire confiance. En fait, quand vous prenez le pari de faire venir quelqu'un qui ne connaît pas le métier,
vous allez aller d'autant plus sur ces fameuses compétences comportementales dont on parle peut-être plus maintenant, qu'on appellera des soft skills, qu'on appellera des compétences comportementales, mais qui en fait, soyons clairs, hein, dans une période un peu antérieure, s'appelait l'envie de travailler, s'appelait la motivation, s'appelait le sens de l'écoute, s'appelait la loyauté, s'appelait tout un tas de qu'on appelait parfois des qualités en fait. Sauf qu'une compétence comportementale, la bonne nouvelle, c'est que ça s'acquiert et que c'est une compétence professionnelle et qu'on ne juge pas les personnes. Mais quand vous voulez changer, en fait, vous cherchez des gens qui vont vous faire confiance parce que ce qui leur importe d'abord, c'est que vous soyez motivé ou que vous démontriez votre envie de travailler sur leur projet avec eux. Donc, c'est aussi ça qu'il faut démontrer. Non, pas chercher à penser que si vous avez acquis une formation, ça va répondre à toutes les interrogations, parce que tout le monde sait qu'une formation, ça ne vous donne pas immédiatement l'aisance professionnelle de quelqu'un qui a de l'expérience et qui vient de ce milieu-là. Donc ça, c'était aussi un autre point qui me semble important quand je vous présentais cette courbe-là, en disant quand on se reconvertit, il faut bien garder en tête que l'on fait un investissement. Donc on ne peut pas demander à un nouveau employeur de faire comme si vous aviez exactement la même expérience que dans le métier précédent que vous maîtrisiez parfaitement. Donc il faut accepter de faire cet investissement en disant peut-être, essayer peut-être de me donner une chance sur un poste peut-être un petit peu en dessous de celui que j'avais avant. Comme ça, je fais mes preuves là-dessus et ensuite, je vais pouvoir remonter. C'est pour ça qu'il faut évidemment y réfléchir parce que ça peut impliquer un investissement un peu financier, ça peut impliquer pour aller saisir une opportunité pour quelqu'un qui vous donne votre chance, éventuellement pas la porte à côté. Tout ça, il faut absolument l'anticiper pour ne pas être surpris et ne pas finalement se retrouver tout d'un coup en se disant ah oui évidemment j'avais pas ça je l'avais pas prévu et donc ça me, si vous me permettez l'expression, ça me coupe les pattes un peu à la dernière minute. C'est-à-dire qu'il faut s'attendre à se dire finalement qu'est-ce que je vais chercher, en gros qu'est-ce que je veux y gagner et qu'est-ce que je suis aussi prêt à mettre dedans en investissement, en remise en cause de ce que je sais faire, parce que quand vous vous mettez dans un nouveau contexte, vous êtes à la fois stimulé parce que c'est nouveau, parce que vous faites des rencontres, mais vous êtes aussi par définition remis en question parce que évidemment vous n'avez pas cette garantie-là. Si je vous donne l'exemple que j'ai pu, ce que j'ai pu expérimenter. Donc en début de carrière, j'étais professeur de philosophie. Donc évidemment, quand on est professeur de philosophie, on est dans une posture à délivrer en partie des savoirs. Et quand plus tard je suis devenue DRH, vous n'êtes pas du tout dans la même posture, surtout quand vous êtes DRH débutant et que vous faites voilà des négociations sociales, que vous avez à recruter ou à accompagner des départs. Vous n'avez pas du tout la même posture. Et donc, il faut accepter d'être dans cette posture d'apprentissage. Et donc, finalement, ce qu'il faut que vous recherchiez pour vous conforter dans votre projet, ce sont ces situations d'apprentissage où vous avez découvert que vous vous êtes assez vite et assez bien adapté à une nouvelle situation. Et cette adaptation, elle peut même venir de situations extra-professionnelles. Pourquoi on dit que il est intéressant de signaler sur un CV qu'on a des activités extra-professionnelles? Parce que justement, ces activités, elles peuvent être ce qu'on va appeler des proxys techniquement, mais en tout cas des preuves un peu, de ces compétences comportementales dont on parlait tout à l'heure. Imaginons, voilà, typiquement, je reprends l'exemple, vous êtes professeur, et on peut supposer, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le métier, que c'est pas forcément un travail qui se fait de façon très collective. Bon, par ailleurs, c'est pas vrai, mais ça peut être un peu l'image qu'on en a. Mais si vous montrez que vous êtes trésorier d'une association et puis capitaine d'équipe de foot ou je sais pas quoi, vous voyez que forcément, ça complète un peu votre profil. Ça va pas forcément être définitif, mais ça donne des indications complémentaires. Et de la même façon pour vous, quand vous faites votre travail sur votre projet professionnel, il faut aussi aller chercher dans ces expériences extra-professionnelles la démonstration de compétences auxquelles vous ne pensez pas forcément, mais qui peuvent être importantes dans le cadre d'une reconversion. Alors évidemment, on va parler
c'est un peu bateau, mais ça fait sens aussi, hein, de dire je suis dans un métier où il n'y a pas du tout de gestion, je suis trésorier d'une association, où eh ben, je me suis mis tout seul à faire une activité quelconque. Hein, j'ai appris tout seul à faire de la guitare. J'en sais rien. J'ai monté un atelier pour voilà, où j'ai appris à faire une activité quelconque rapidement, maître par exemple. Ça c'est aussi quelque chose. Et tout ça permettent de conforter en fait votre projet professionnel. Alors, il semblerait que les recruteurs choisissent les agents déjà en place qui postulent quand on veut changer de ministère. Alors, ça renvoie à ce que je vous disais sur le marché du travail. Le marché du travail, il a un certain nombre de règles et il faut les prendre pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire qu'un employeur, il a deux contraintes. Il a une contrainte, enfin, en fait, le rôle d'un employeur, c'est d'avoir les bonnes personnes en nombre suffisant aux endroits nécessaires avec les compétences qui vont bien. Bon. Quand il lui manque des compétences, il faut qu'il optimise aussi l'équipe qu'il a. Et on a vu que c'est toujours plus facile quand même de se dire que quelqu'un qui vient de la maison connaît déjà l'environnement et ce sera plus simple. Donc, mettez-vous à sa place, même si ça peut sembler surprenant. C'est pas forcément évident de commencer par se dire, bah tiens, je vais d'abord donner leur chance à des gens qui viennent de l'extérieur. Pour autant, vous savez que grâce aux évolutions réglementaires récentes, tous les postes qui sont disponibles sont maintenant publiés, et dans publier, c'est donc rendu public. Donc, effectivement, grâce à Place de l'emploi public, vous pouvez voir passer les demandes et surtout essayer de repérer ce qui est demandé. Mais quand on fait de la recherche d'emploi, c'est comme quand on fait de la recherche de logement, on ne peut pas attendre à ce que tout ce qui apparaît, que toutes les informations soient dans une annonce. De la même façon, il faut pouvoir préparer dans sa candidature des arguments un peu chocs qui vont justement permettre éventuellement d'ouvrir une autre opportunité. Grosso modo, c'est comme si vous allez chercher un certain produit chez votre commerçant habituel, et c'est vraiment ce que vous prenez d'habitude. Et donc, c'est ce que vous cherchez parce que c'est ce dont vous avez besoin pour que vous regardiez un autre candidat ou un autre produit. Il faut qu'il attire votre attention et qu'en même temps, il soit bien convaincant parce que les autres alternatives, vous les connaissez déjà. Donc, il faut que ces arguments soient très clairs, très concrets. Et surtout qu'ils ne se découragent pas. Donc, la recherche d'emploi, c'est pas je vois passer une annonce, hop, je la prends, même si c'est un ministère qui est très loin, même si c'est une organisation que je ne connais pas. Pas du tout. Si je ne connais absolument pas cette organisation, comment est-ce que je vais trouver des arguments suffisamment précis pour essayer justement de la convaincre que... Voilà. Et donc, comment est-ce que je fais pour avoir ces informations-là? Et bien ça, c'est ce à quoi sert notamment le réseau. Le réseau, c'est pas quelque chose qui serait magique et qui permettrait d'ouvrir systématiquement les portes. Mais le réseau, ça permet, par exemple, de comprendre pourquoi telle organisation publie un post, mais en fait, compte tenu de son contexte et tout, il y a fort peu de chances qu'elle recrute quelqu'un qui ne vienne pas pour X ou X raisons. Ou au contraire, parce que c'est une administration qui est peut-être dans un contexte où elle a envie de diversifier ses équipes ou parce qu'il y a eu des mouvements X ou Y. Dans ces cas-là, ça peut être une opportunité. Donc, c'est un marché, donc il faut essayer d'aller chercher de l'information. Sur cette recherche d'information, vous avez donc le réseau, c'est-à-dire l'ensemble des personnes que vous connaissez. Vous avez les réseaux sociaux, vous avez Place de l'emploi public, vous avez les réseaux d'accompagnement. Et donc, il faut rassembler un maximum d'informations pour pouvoir être prêt. Alors, il y a une réponse de Patricia qui dit « Malgré une demande de ma part sur un poste, si je veux postuler auprès du recruteur, car je n'ai pas les diplômes demandés, on me répond que je peux postuler et après, plus de nouvelles. » Alors là, je vous invite vraiment, Patricia, alors déjà, à ne pas vous décourager, parce que si vous avez déjà eu l'énergie de vous lancer dans une recherche, c'est que vous en avez et que ça se recharge tout seul. Vous allez voir, vous allez avoir encore plus d'énergie. On garde espoir, on ne lâche rien. C'est vraiment la démarche de recherche d'emploi ou de mobilité ou de reconversion.
c'est une recherche qui nécessite de l'énergie dans la durée. Voilà, c'est avec des hauts et des bas, parce que c'est une aventure, mais qui en vaut la peine. Donc, on ne lâche rien, qui demande de la méthode, mais qui est parfois démotivant parce que, oui, il faut s'attendre à postuler sur plusieurs postes, voire même sur de nombreux postes. Oui, il faut s'attendre à découvrir parfois que on n'avait peut-être pas rassemblé suffisamment d'informations ou qu'on n'a pas sorti l'argument qui a pu convaincre, qui a pu convaincre votre interlocuteur. Voilà. C'est pour ça qu'il faut cultiver, qu'il faut essayer d'ouvrir le plus largement possible les portes, parce que si vous n'imaginez qu'une seule possibilité, la probabilité que vous puissiez l'obtenir est statistiquement pas forcément très élevée. Donc il faut avoir plusieurs scénarios. Et ce sont ces scénarios que vous construisez dans le cadre de la conception de votre projet professionnel. C'est pour ça que cette phase-là est extrêmement importante. Il faut absolument bien être au clair sur cette partie pour pouvoir dire, voilà, j'explore ces pistes-là. Combien de temps je me laisse pour explorer ces pistes? C'est pour ça, d'ailleurs, pour vous donner un petit élément peut-être rassurant, quand vous êtes dans le secteur privé, et que vous êtes dans une démarche de recherche d'emploi, il y a des prestations qui existent dans le secteur privé qui s'appellent de l'accompagnement au repositionnement professionnel, avec un terme anglais qui est souvent utilisé qui s'appelle de l'outplacement. Donc ça vous aide en fait si vous avez quitté un employeur ou si il y a eu une rupture du contrat à vous repositionner. Ce qui est intéressant de savoir, non pas c'est que les services existent parce que comme à peu près tout existe sur le marché, ce qui est intéressant de savoir c'est que ces services, ils servent à quoi? Ils servent à vous aider à garder le rythme, en fait. C'est une forme de coach, comme un coach sportif, qui vous dit, bon, alors, on va être clair, on va être lucide, et surtout, on ne va rien lâcher. C'est pour ça que votre projet de reconversion, c'est un projet qu'il faut mûrir, et qu'il faut mûrir avec votre environnement social. C'est ce que je vous disais dans la présentation. Parce que il y a des moments où vous allez douter, il y a des moments où vous allez peut-être vous décourager. Et donc, il faut que ce soit un projet qui soit suffisamment certain sur la finalité pour que, au moment où on aura un coup de mou, que vous puissiez vous dire non, quoi qu'il arrive, c'est décidé, je vais le faire. Et c'est pour ça qu'il faut profiter des moments de changement ou de restructuration. Alors, puisqu'on en est aux confidences, je vais vous dire, moi, à quel moment je me suis posé la question de ma reconversion. La première fois, c'était dans le contexte des attentats terroristes, en fait, au Moyen-Orient. Il y a des moments qui vous obligent à vous poser un certain nombre de questions en disant où est-ce que je veux être, qu'est-ce que je veux faire dans la durée, qu'est-ce qui a changé dans l'idée que je me faisais du travail, dans les opportunités que j'avais, parce que peut-être, par exemple, vous êtes dans une région où il y a peut-être beaucoup d'opportunités, où il y en a peut-être moins, où il y en aura peut-être plus. En tout cas, le contexte change. Vous êtes peut-être dans un métier qui évolue plus ou moins vite. Et donc, d'une certaine façon, moi, je vous recommande de vous appuyer là-dessus parce que ça élimine une partie des questions, en fait. Si on se dit, voilà, mon administration, je ne sais pas, est déconcentrée ou décentralisée ou va changer, ça évite de se dire, voilà, il y a déjà au moins une option qui disparaît. Voilà. Et donc, si vous êtes pressé, 5 ans, c'est long. En général, un repositionnement professionnel, quand on le fait de façon très intensive, ça prend entre 6 à 18 mois. Sachant qu'un repositionnement professionnel, ça se fait dès lors qu'on se met une échéance. C'est-à-dire, si on se dit que la fin de son repositionnement, c'est quand on aura trouvé le job de ses rêves, ça peut mettre du temps. Si vous vous mettez une échéance en disant quoi qu'il arrive, je ne vais pas au-delà de cette période-là, je passerai à autre chose. C'est comme tous les programmes, y compris pour arrêter de fumer ou pour prendre des bonnes habitudes alimentaires. Il y a un moment où il faut se mettre des jalons en fait, pour se dire où est-ce que j'en suis. Sinon, je vais toujours attendre en fait que les choses viennent un peu de l'extérieur et elles arrivent rarement exactement comme on aimerait qu'elles soient. Un commentaire d'Élise. Parfois, certains métiers font peur ou sont méconnus des recruteurs. C'est mon cas dans la pénitentiaire et c'est difficile de valoriser ses compétences. Alors, c'est là que, effectivement, l'accompagnement pour formaliser
pour formaliser vos compétences est important. Alors, bonne nouvelle, vous avez des dispositifs qui vous permettent de formaliser vos compétences. Parce que c'est vrai que derrière un métier, arriver à décomposer ce qui est transposable, ces fameuses compétences transposables ou son expérience transposable, ça demande souvent de prendre un petit peu de recul. Pour ça, vous avez notamment, par exemple, un dispositif qui s'appuie sur de la recherche avancée et qui permet d'identifier les compétences transversales, en l'occurrence. Et je vous invite à vous renseigner auprès de votre PFRH. Vous avez des questionnaires qui vous permettent aussi d'identifier vos compétences. Je vous invite à regarder notamment l'outil Odin qui est disponible sur Place de l'Emploi Public, qui permet d'identifier des zones de mobilité. Alors, vous allez me dire, mais en quoi ça répond à la question de mon métier fait peur? C'est qu'en fait, il faut passer par les compétences pour pouvoir dire voilà ce que je sais faire. Et accessoirement, vous expliquer que vous le faites dans un ministère qui, alors par exemple, je sais pas, la pénitentiaire, je brode un peu comme ça. C'est pas la pénitentiaire qui importe, c'est-à-dire est-ce que vous avez travaillé dans un environnement où on vous demandait d'être très rigoureux sur des procédures? Est-ce que vous avez travaillé dans un environnement où on vous demandait d'être très adaptable? Est-ce que vous avez travaillé dans un environnement où on vous demande d'être d'être responsable de procédures spécifiques, voilà. Et il faut pouvoir mettre en avant ça et montrer en quoi, dans un autre métier, et donc c'est pour ça que le répertoire des compétences vous permet de montrer que ces compétences existent dans d'autres métiers, et en quoi votre administration d'origine vous permet. Alors, je vais vous donner même. Alors, prenons la pénitentiaire d'ailleurs pour compléter. Il se trouve que cette année, je représentais la DGAFP pour le concours, l'intégration par la voie du tour extérieur des administrateurs civils. Et je peux vous confirmer, par exemple, que dans la promo, nous avons reçu une directrice d'établissement pénitentiaire. Alors que le profil plus large d'habitude, c'est attaché principal qui continue à passer des concours de catégorie A, plus, voilà. Alors, ça, je vous dis ça indépendamment du fait que c'est, je pense, une fois de plus, un agent de très grande valeur comme la France peut en être fier. Il se trouve que qu'est-ce qui était intéressant dans son expérience transposable dans des administrations qui ne sont pas la direction d'un établissement pénitentiaire, en l'occurrence. C'est le fait que, par exemple, quand on est dans un établissement et quand on est cadre dans ce type d'établissement, on sait gérer des crises, on sait gérer des situations complexes. On a un degré d'autonomie relativement important. Évidemment, je vous donne un exemple très particulier, mais vous voyez, c'est pas forcément la première chose à laquelle on penserait. Et finalement, la notion de contexte d'établissement carcéral, ça veut dire par exemple que on est en relation avec des élus ou qu'on est en relation par exemple avec le préfet. Bon. Donc c'est pareil, si vous êtes en relation, quelle que soit votre administration, si vous êtes en relation avec des collectivités, si vous êtes en relation avec des prestataires, si vous êtes en relation avec des usagers, ça ce sont des éléments qui sont importants parce que ça peut être transposable. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec tel type de public dans telle et telle circonstance? C'est pour ça que cet accompagnement est important pour justement mettre en évidence ces choses-là. Et ça, vous avez des pistes pour les faire sourdre, les faire émerger, en fait les révéler. Finalement, toutes ces compétences que vous avez acquises dans des métiers très particuliers, en fait, il faut arriver à les dégager du nom du métier que vous aviez autour pour montrer à un futur employeur que vous pouvez lui répondre à ses besoins. Je vais vous donner de la même façon, alors là, on va multiplier les scoops. Quand j'ai été recrutée pour mon premier poste de DRH, autant dire que le dirigeant d'entreprise que je ne connaissais pas, qui m'a fait confiance, je pense que c'est important d'être dans cette démarche-là, m'a dit très clairement que ce n'était absolument pas ma formation qui l'intéressait. Et en l'occurrence, je croyais qu'il fallait passer par une école pour pouvoir le faire. Ce qui l'intéressait, c'était justement l'expérience que j'avais eue, en l'occurrence en Arabie Saoudite. Et lui, ce qu'il m'a dit, voilà, moi, je suis en train de construire un groupe en regroupant des PME, voilà. C'est faire travailler ensemble des dirigeants.
Ça va pas être facile parce que voilà, le contexte économique est pas forcément évident. Et donc j'ai besoin de gens qui sont adaptables et qui n'ont pas peur d'être dans des situations compliquées et qui vont pas me demander toutes les 30 secondes, bon, on fait comment? Et sa conclusion, et l'analyse qu'il en faisait, c'était de dire, vous avez vécu longtemps dans un pays qui me semble, de mon point de vue, exiger une certaine forme de capacité d'adaptation. Et donc, en fait, c'est ça qui m'intéresse chez vous. Vos diplômes, tout ça, ça m'intéresse pas. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, il va falloir que vous démontriez d'ailleurs que c'est bien ça que vous êtes capable de faire. Donc, je vous donne ces exemples-là, que j'ai pas fait dans les autres salons d'ailleurs, c'est une nouveauté, simplement pour vous donner des éléments sur la façon dont on démontre qu'on a déjà accumulé des compétences qui vont rassurer le futur employeur qui va vous donner confiance. Et aussi pour temporiser cette notion de formation, parce que c'est pas parce que vous arrivez avec une nouvelle formation que ça va vous donner la garantie d'une étape après. Sinon, pour le coup, c'est l'avantage de la fonction publique, vous passez un concours. C'est tout l'avantage de la fonction publique, c'est de dire, à partir du moment où j'ai passé un concours, évidemment, il faudra toujours que j'ai à convaincre mon manager, mais un certain nombre de postes me sont ouverts sans avoir à réexpliquer que je suis compétent pour pouvoir les remplir. Donc, n'hésitez pas à échanger, y compris autour de vous, pas forcément avec des experts de l'accompagnement professionnel, mais pour pouvoir dire, par exemple, quand vous entendez quelqu'un parler d'un nouveau métier, dire, mais en fait, ça, d'une certaine façon, est-ce que je pourrais le faire? Est-ce que j'ai fait quelque chose dans mon expérience qui en réalité me permettrait de le faire? Et comment, quand je vais me présenter à un nouvel employeur, j'imagine l'image qu'il a de moi et comment je vais lui dire d'emblée ce qu'il faut qu'il retienne de mon parcours. Parce qu'on a tous un peu des stéréotypes, y compris avec les meilleures intentions. Et quand vous voulez être dans une dynamique de reconversion, il faut pouvoir se dire quelle est peut-être l'idée fausse que la personne va se faire à la lecture du CV que moi-même j'ai fait, et qu'est-ce que je vais tout de suite essayer de lui mettre en évidence, même s'il ne me pose pas la question. Alors prenons, je ne sais pas, prenons des caricatures, un truc qui n'a rien à voir. Je ne sais pas, vous avez été par exemple clown dans un cirque, comme ça on est vraiment dans un domaine qui n'a rien à voir, et vous voulez vous reconvertir dans la comptabilité, par exemple. Et donc il va falloir que vous expliquiez d'emblée que votre première caractéristique, c'est peut-être pas d'être drôle, mais qu'au contraire, ça voulait dire que vous avez assuré le spectacle tous les jours, quoi qu'il arrive, comme une clôture financière. Que vous étiez bien ou pas bien, vous aviez une exigence de qualité de la même façon, que vous le faisiez dans le cadre d'un spectacle qui était extrêmement bien rodé et qu'il fallait être capable de travailler avec des gens qui avaient des métiers aussi différents que tous ceux qu'on peut imaginer dans une troupe. Et donc, il faut arriver d'emblée en disant voilà l'image que peut-être vous avez de moi, et je m'en doute, et je peux comprendre parce que j'ai moi-même plein d'idées préconçues sur tout un tas de métiers. Mais donc, il faut absolument que vous puissiez accrocher le nouvel employeur en disant voilà ce que je vais vous apporter et voilà ce que contrairement à ce que vous croyez je peux vous apporter. Voilà. Après je vois des références à Vienne et à Poitiers. Donc voilà, vraiment ce que je voulais insister là-dessus. Pourquoi est-ce qu'il faut customiser chacun de ces CV et pourquoi il faut surtout bien anticiper sa trajectoire? C'est que ça demandera de ces adaptations et cette prise en compte à chaque fois de l'autre. Ce qui peut être surprenant dans la reconversion, c'est qu'en fait, on a l'impression qu'il faut que les autres vous écoutent pour faire quelque chose de nouveau. Or, en réalité, ça implique que vous soyez encore plus attentif aux attentes et aux craintes de ceux qui pourraient vous faire confiance. Et surtout, ne négligez pas cette opportunité de création ou de reprise d'entreprise parce que c'est aussi vraiment une opportunité assez intéressante. Et la question que vous ne m'avez pas posée et qui me surprend, c'est parfois on peut se demander si c'est le moment d'aller essayer un métier dans le secteur privé. Alors, je vais vous dire que contrairement à l'idée que vous pourriez avoir en disant c'est certainement pas le moment compte tenu du contexte économique et social, alors je vais vous dire non pour deux raisons. Un,
quand vous avez le statut d'agent de la fonction publique, je vous rappelle que c'est un statut protecteur, mais qui prévoit aussi de la mobilité, et que la loi de transformation de la fonction publique a mis en évidence la possibilité de valoriser votre expérience dans le secteur privé, puisque vous ne perdez pas votre avancement dans votre grade et dans votre corps pendant 3 ans. Donc, première chose. Deuxièmement, dans un marché qui est un peu plus crispé, comme celui évidemment actuellement, pour un poste, vous avez moins d'interlocuteurs, enfin moins de gens du secteur privé qui vont prendre le risque de changer de métier, justement parce que pour le moment, ils préfèrent sécuriser. Ce qui veut dire que vous pouvez, de façon statistique, éventuellement avoir l'opportunité d'identifier des postes et de postuler sur des postes qui auraient été avant submergés de candidats du secteur privé. Donc, n'écartez pas cette option et gardez en tête aussi, si vous avez des idées d'entrepreneuriat, que c'est aussi un contexte de relance. Et donc, il y a aussi des aides, des accompagnements pour favoriser la création et la reprise d'entreprises. Et donc, il faut vraiment garder cette option-là. Voilà. Je vois des éléments sur les modalités de départ, les modalités d'intégration. Voilà, donc je vous invite vraiment à repenser votre carrière avec la perspective des métiers qu'ils ouvrent et surtout en se disant que toutes les reconversions sont possibles. Vraiment, regardez autour de vous, vous allez voir, il y a des expériences et absolument incroyables, qu'il faut se faire confiance, qu'il faut garder en tête que c'est forcément quelque chose qui s'inscrit dans la durée, qui demande des efforts, mais qui en vaut la peine, et que de toute façon, c'est le sens de l'histoire d'avoir des carrières de plus en plus riches pour ne pas plafonner au milieu de la courbe et se demander ce qu'on fait sur les 10 années d'après. Pensez à faire des choses en dehors parce que ça vous servira aussi peut-être de rebond un jour ou un autre, en découvrant un nouveau domaine dans le contexte associatif, en vous découvrant de nouvelles compétences. N'hésitez pas à être toujours en veille pour tout d'un coup recevoir l'annonce d'un métier que vous ne pensiez pas qu'il existait. Ça nous arrive tous les jours et ça vous donnera de nouvelles perspectives. Et puis surtout, regardez les outils qui sont mis à votre disposition. Si vous regardez par exemple Place de l'emploi public, vous remarquerez que c'est un dispositif qui évolue très régulièrement pour être de plus en plus à l'écoute de vos besoins. Donc, passez votre temps à être à l'affût, c'est la meilleure façon de réaliser, disons-le, vos rêves, parce que c'est pas parce qu'on est pragmatique, méthodique dans la recherche d'emploi qu'on doit abandonner ses rêves. Voilà. Mais écoutez, j'ai l'impression d'avoir en partie répondu à vos questions. Surtout, profitez bien de toutes les ressources qui sont disponibles sur ce salon. Les autres vidéos, les entretiens, les points de contact avec les employeurs pour comprendre ce qui les intéresse dans votre profil. Et je vous souhaite donc à tous et à toutes une parfaite réussite dans la poursuite de votre parcours professionnel. Et je vous dis à bientôt, éventuellement sur les réseaux sociaux ou à l'occasion d'une rencontre. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi et bon salon encore. Au revoir.